Eh bien, bonjour à tous, il est 18h30 et bienvenue à ce webinaire difficile numéro 2 sur le débriefing difficile numéro 2. Euh, Vous êtes pour l'instant 60 là, participants à être connectés. On va se laisser quelques minutes. Et pendant ces quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter, je vous propose, pour ceux qui n'ont pas encore fait, de faire le pré-test, le test de positionnement, qui va nous permettre à nous Le faire. de mieux vous connaître et surtout qui est obligatoire dans le cadre de la démarche qualité Calliope et puis du DPC. Donc, à vos QR codes, à vos flash codes, et on vous dit à tout de suite. Alors, le nombre de participants est en train de monter. Donc, bienvenue pour cette deuxième édition des webinaires organisés par la Sopra Sims. Donc, c'est la deuxième édition du webinaire débriefing difficile. En tout, on est au neuvième webinaire de la Sopra Sims. Ce webinaire vous est proposé par le comité pédagogique de la Sopra Sims, dont la présidente Antonia Bellini nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et elle va nous aider pour animer le chat et donc pouvoir colliger l'ensemble de vos questions. Donc, vous savez que ce webinaire, pour ceux qui ont été là la fois dernière, la version 1, la saison 1, vous pouvez interagir via le chat en posant vos questions. Et il y a 20 minutes de prévu à la fin pour que nos experts internationaux de la francophonie puissent répondre à ces questions. Donc, ce webinaire se veut interactif. Euh, Juste avant qu'on vous présente le webinaire, je tiens, vous, pour ceux qui ont pris le temps de répondre au pré-test, vous montrer les quelques résultats. Donc, ce qui est intéressant de voir, là, vous pouvez voir sur mon écran partagé, c'est qu'en fait, vous êtes quand même 8, 36% à avoir participé au webinaire sur le débriefing difficile qui avait lieu le 30 novembre 2023 avec plus de 500 inscrits et plus de 350 connexions. Donc, une grande réussite, ce qui nous a encouragés à faire cette deuxième édition. Donc, merci à vous. Vous avez été encore plus nombreux là à répondre au présent. Ce qui est intéressant aussi de voir sur les résultats de votre enquête, c'est qu'on se rend compte que, bah, comme pour le premier webinaire il y a un an et demi, il y a un peu moins d'un an et demi, bah, en fait, vous êtes encore nombreux à éprouver, rencontrer des débriefings dits difficiles avec la définition que nous avons vue la fois dernière. Je vous renvoie au replay qui est bien sûr disponible et que donc, dans ce cadre, ça vient tout à fait justifier cette deuxième saison. Je raffiche le QR code et puis je vais laisser la parole à Guillaume qui va pouvoir présenter le, le programme de ce webinaire. Et moi, je ne me suis pas présenté, mais vous me connaissiez la dernière fois, je suis Cédric Basquin, donc médecin anesthésiste et formateur en simulation. J'habite à Rennes et je fais partie du comité pédagogie. À toi, Guillaume. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On t'entend Bienvenue pas, donc pour Guillaume. ce webinaire. Ah, ah, vous m'entendez ou pas? C'est bon, on t'entend, c'est bon. Ouais. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On est très content de retrouver tout le monde là pour ce webinaire sur des défis difficiles, le deuxième épisode. Donc un webinaire qui sera tourné sur la gestion des émotions, sur les débriefings et les biais cognitifs des formateurs, et puis l'implication de la différence culturelle dans le débriefing. Donc, on a trois experts internationaux. Hein. On a la chance d'avoir le professeur Vicky Leblanc, direct d'Ottawa, donc qui va nous présenter bientôt un, son topo sur le débriefing difficile et la gestion des émotions. Ensuite, on aura Thierry Sécheresse,
qu'on présentera un peu plus tout à l'heure, aussi de Chambéry, débriefing difficile et biais cognitifs des formateurs, et le professeur Mohamed Mouraoui, que je salue et qu'on présentera également tout à l'heure plus en détail, qui va nous parler de l'implication de la différence culturelle dans le débriefing. Sans plus attendre, alors sachez quand même que à la fin des trois présentations, hein, on reprendra les questions du chat avec Antonia, qui est en régie, qui est la présidente du comité pédagogie et qui va nous aider à récupérer les questions les plus pertinentes pour pouvoir animer donc la partie finale de ce webinaire. Et donc, sans plus attendre, on va laisser la parole à notre premier intervenant, donc le professeur Vicky Leblanc, professeur en psychologie expérimentale, spécialiste des émotions, directrice d'enseignement au département d'innovation en éducation médicale à la faculté de médecine d'Ottawa, et qui va nous parler donc des émotions dans le débriefing en 20 minutes. Merci encore Vicky de ta présence, merci beaucoup et on t'écoute avec attention. Bon, merci à tous d'être venus à ce webinaire, l'invitation de discuter d'un sujet qui me porte très à cœur. Donc, je vais partager. Donc, vous voyez bien mes diapos? J'entends pas de nom, donc je Parfait. vais... Oui, parfait, Vicky. C'est bon. Donc, je vais avancer. Donc, en 20 minutes, je vais essayer de vous inviter à considérer le rôle des émotions, le rôle qu'elles jouent dans un debriefing, puis vous partager un peu des stratégies qu'on peut mettre en place lorsqu'on fait face à un debriefing difficile qui peut être pour des raisons des réactions émotionnelles des apprenants. Donc, on connaît tous que la formation en simulation, un peu ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos apprenants de gérer des situations qui sont un peu aux limites de leur capacité. Puis souvent, ces situations-là peuvent susciter des réactions émotionnelles quand même assez fortes chez nos apprenants. Et dans les dernières années, la vingtaine d'années que moi je travaille dans le domaine du stress puis dans le domaine des émotions, j'ai souvent des différentes conversations avec des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ces émotions-là qui surviennent lors de la simulation? Qu'est-ce qu'on doit faire lors de debriefing? Parce que d'un côté, il y a des gens qui ont peur que si nos apprenants ont déjà des réactions fortes, est-ce qu'ils sont en situation fragile? Puis si on met un peu le focus, on met un peu l'emphase sur les émotions, on en discute, est-ce qu'on va finir par casser l'œuf qui est déjà fragile? Donc, les gens pensent, OK, on peut pas y aller parce qu'on veut pas gêner, on veut pas humilier, on veut pas blesser nos apprenants. De l'autre côté un peu de la gamme, il y a des gens qui pensent que la simulation, c'est vraiment un bon environnement où est-ce qu'on peut placer les gens dans le milieu un peu chaotique, le milieu émotionnel, puis ça va les renforcer un peu pour pouvoir gérer un peu les défis qui se passent dans le milieu clinique. Mais le gros des gens se trouve un peu dans le milieu de savoir quel est le rôle des émotions en simulation? Est-ce qu'elles sont bénéfiques? Elles sont néfastes à l'apprentissage? Comment est-ce qu'on va le gérer? Et une des raisons, je pense que les gens ont un peu des hésitations lorsque ça vient aux émotions, c'est qu'on sait que oui, les émotions qui sont très intenses, les émotions qui sont très fortes, peuvent avoir une influence assez importante sur les processus cognitifs. Donc, lorsqu'on est en situation d'émotion forte, on a moins de flexibilité cognitive. Donc, parce que ce qui arrive, c'est que le stimulus qui provoque nos émotions capte un peu notre attention, capte un peu nos ressources cognitives. Donc, on a de la difficulté, on va être un peu lent à réagir aux informations qui n'est pas liées à ce qu'a provoqué l'émotion. Ça, c'est un effet qui est plutôt fort pour les émotions négatives, les émotions de forte intensité. On a des difficultés de diviser notre attention, donc on ne peut pas vraiment conserver plusieurs émotions dans la mémoire de travail. On a des difficultés à inhiber une action ou une réponse qui est déjà commencée. Puis on a des émotions fortes, on a une susceptibilité à de fausses informations. Donc, nos mémoires peuvent être un peu influencées. Donc, lorsque les gens pensent à des émotions, ils pensent surtout à ces émotions fortes, lorsqu'on voit des manifestations d'émotions fortes. Donc, il y a un peu une tendance, je dirais, dans le milieu d'éducation médicale en général, l'éducation des sciences de la santé, mais aussi en simulation, de vouloir un peu éviter les émotions, puis peut-être un peu en avoir un peu peur ou être un peu timide quand ça vient aux émotions. Mais le défi avec ça, c'est si, comme formateur de simulation, on ne discute pas les émotions, on ne les approche pas, on donne le message que des émotions sont des choses qui doivent être supprimées, qui doivent être évitées.
Mais le défi, c'est que les émotions sont un peu trop puissantes, envahissantes pour être supprimées. Puis si on essaye de les supprimer, les évitements, ça va faire un peu, je pense que l'expression, c'est une cocotte minute, qui va quand même avoir une certaine pression. Les émotions vont quand même avoir leurs effets. Puis la suppression, l'évitement des émotions peuvent quand même mener à une mauvaise santé mentale, une mauvaise santé physique. Donc, ça, le message que j'aimerais vous présenter puis que je vous invite à partager avec moi, c'est d'approcher les émotions un peu différemment, de voir que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Les émotions sont tout simplement. Nos apprenants, lors des sessions de simulation, vont avoir des réactions émotionnelles. Puis c'est des réactions qui sont justes, c'est des réactions qui sont normales. Notre rôle comme formateur, c'est d'essayer de savoir est-ce que ces émotions sont propices à la poursuite de nos objectifs ou est-ce qu'elles ne sont pas, puis comment est-ce qu'on peut savoir si elles sont propices, puis qu'est-ce qu'on peut faire s'ils ne sont pas propices, s'ils ne sont pas bien alignés avec les buts d'apprentissage. Donc, c'est ça que je vais discuter un peu, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser le debriefing, comment est-ce qu'on peut gérer dans le debriefing. Donc, je vais essayer vraiment de me concentrer sur cet aspect ici. Euh, donc, une des premières choses qu'on va faire, qui est des conversations qu'on a souvent, pour bien préparer un debriefing, il faut penser au pre-briefing, il faut penser à la préparation d'un scénario. Donc, si on prépare une session de simulation où est-ce qu'on pense que les émotions sont susceptibles de se produire, c'est important d'y réfléchir quelles sont les émotions qui vont créer, quels sont les déclencheurs qui vont créer des émotions. Puis parce qu'on sait que les émotions peuvent capter un peu l'attention, c'est important de s'assurer que nos déclencheurs sont liés aux objectifs. Parce que la façon que les émotions fonctionnent dans le cerveau, pour longtemps, on pensait que les émotions, c'était surtout notre cerveau plutôt primitif, le système limbique, puis que le système préfrontal, le néocortex, c'est où est-ce que le siège du raisonnement, puis on priorise le raisonnement au-dessus des émotions. Mais sans aller trop en données de neuropsychologie, ce qu'on sait, c'est que le cerveau est construit, c'est développé de façon que on donne priorité aux éléments qui vont provoquer des émotions. Parce que les choses qui provoquent des émotions, c'est des stimulus qui ont des impacts, qui ont des conséquences assez importantes pour nos buts, pour notre survie, que ce soit notre survie physique, psychologique ou sociale. Donc, le rôle des émotions, c'est vraiment de guider nos processus cognitifs afin d'orienter notre attention, notre mémoire, notre jugement vers le traitement de ce qui a déclenché notre attention. En psychologie, on appelle ça, c'est un traitement qui est conforme à l'humeur. Donc, on porte attention, puis on se rappelle des informations qui sont conformes à nos émotions. Donc, les deux arbres que j'ai ici, ça représente le fait que lorsque je suis triste, les choses que je remarque, les choses auxquelles je porte attention, les souvenirs dont je me rappelle vont être très différents. Les jugements que je porte vont être très différents que lorsque je suis heureuse. Ça fait essentiellement le monde dans lequel je vis lorsque je suis triste, c'est différent que le monde dans lequel je vis lorsque je suis heureuse ou lorsque je suis en colère. Puis parce que tout mon appareil cognitif va être orienté vers le déclencheur des émotions. Le résultat de ça, c'est que ça fait que les émotions ont des effets réducteurs de mémoire. Donc, on va se rappeler de l'information centrale de ce qu'a provoqué une émotion au coût des informations à la périphérie. Donc, juste un exemple que je vais vous donner, je pourrais vous en donner des milliers, mais un exemple que c'était une recherche qui avait été faite qui ont montré à des gens des images sur une rue. Une des images, c'était groupe accident. C'était une image d'un accident de voiture qui était quand même qui provoquait des émotions quand même assez fortes. Puis on contrôlait ça avec une image d'un taxi qui roulait sur la rue. Ils ont montré les images à des différents groupes de gens, puis on demandé aux gens de dire, dites-nous combien d'informations dont vous vous rappelez de la situation. Euh, Ce qu'ils ont trouvé, c'est que le groupe qui était dans le groupe accident, qui était fait pour provoquer des émotions fortes, ils avaient des souvenirs très clairs de l'accident de voiture, donc ils pouvaient décrire l'accident très bien, mais il y avait des souvenirs flous de la rue dans laquelle ça s'était déroulé. Euh, on voit ça beaucoup aussi en psychologie criminelle, que les gens qui ont été victimes de crimes où est-ce qu'il y avait une arme, un fusil, un couteau, vont pouvoir bien décrire l'arme, mais vont pas vraiment pouvoir décrire la personne qui tenait l'arme. Donc, qu'est-ce que ça a à faire avec la simulation, cet exemple? C'est que lorsqu'on planifie nos simulations, il faut réfléchir un peu
à quelles sont les sources les déclencheurs d'émotions qu'on va avoir, puis être un peu hésitant à les apporter, parce que ça peut être favorable pour l'apprentissage si les déclencheurs des émotions sont liés aux informations à prendre dans le temps, dans l'espace, de façon conceptuelle. Puis il faut se méfier un peu, à moins que ça soit un peu notre objectif, des choses comme un défi périphérique qui pourrait détourner l'attention si nos apprenants se sentent dupés. L'effet qu'on appelle, je pense, c'est l'effet aquarium. En anglais, on appelle ça le fishbowl effect. Ou même des choses qu'on peut, des fois, on peut pas contrôler, c'est des demandes concurrentielles sur l'attention de nos apprenants. C'est qu'est-ce qu'est l'environnement duquel ils nous rejoignent. Puis on va essayer de réfléchir un peu quelles sont les choses qui pourraient provoquer des émotions lors de la simulation. Qu'est-ce que je peux contrôler? Puis qu'est-ce qu'il faut que je porte un peu attention parce que ça pourrait provoquer des émotions lors de la simulation, lors du debriefing, qui pourra avoir une influence quand même assez importante sur les informations qu'ils vont rapporter de la session, mais aussi sur leur capacité d'essayer de résoudre des problèmes ou avoir des discussions lors du debriefing. Ensuite, ça, c'est ça qu'on fait au début, mais souvent, même avec le meilleur des préparations, on peut se trouver en situation où ce que nos apprenants vont avoir des émotions fortes. Donc, notre rôle, c'est d'essayer de porter attention à identifier les réactions des apprenants, puis déterminer s'ils sont adaptés à la situation ou non. Euh, Puis s'ils sont forts, s'ils ne sont pas adaptés, ils sont pas propices, comment est-ce qu'on peut diffuser les émotions fortes? Donc, ça, c'est des idées qu'on a déjà dans des cadres de debriefing, par exemple le cadre de Pearls, mais je vous invite un peu à développer les habiletés un peu. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les émotions des gens? Souvent, ce qu'on fait dans nos phases de réaction, c'est qu'on va faire une auto-évaluation des apprenants. On va leur demander comment vous sentez-vous, comment vous êtes-vous ressenti. Puis souvent, ils vont nous partager comment ils se seront sentis, mais il faut être un peu aux aguets parce qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent avoir des émotions, ils n'ont peut-être pas une prise de conscience de cette émotion ou ils sont peut-être hésitants à divulguer quelles sont les émotions. Donc, c'est aussi important de nous de commencer à apprendre c'est quoi les manifestations physiques et comportementales. Donc, quelles sont les expressions faciales, gestuelles, les indices vocaux, langagiers des différentes émotions. Parce qu'on sait que même si les règles d'affichage de quelles émotions on peut démontrer, quand est-ce qu'on peut les démontrer, qu'est-ce qu'on doit cacher, vont différer selon les cultures. Des choses comme les micro-expressions faciales sont généralement les mêmes à l'ensemble des cultures. Donc, un vrai sourire va inclure un peu le froissement de la peau sur le côté. Donc, il y a des capacités de se développer des habiletés dans ça. Puis, je vous ai mis une référence ici qui discute très bien dans un document francophone. Il y a de plus en plus d'intérêt aussi dans les marqueurs physiologiques. Tu sais, on a tous nos smartwatches qui nous disent lorsqu'on a des réactions. Mais il faut faire attention avec ça parce que ça, c'est vraiment seulement bon pour mesurer l'excitation physiologique. Et il y en a qui peuvent mesurer le stress, mais ils ne sont pas toujours justes. Par exemple, moi, ma montre me dit seulement que je suis stressée lorsque je regarde la télévision, mais je peux vous assurer qu'il y a plusieurs autres moments dans la journée où ce que je vais ressentir des stress. Donc, ça, c'est la première étape qu'on peut faire, c'est se développer à reconnaître quelles sont les émotions de nos apprenants. Puis ensuite, est-ce que ces émotions-là sont propices ou non à notre apprentissage? Il y a de plus en plus de recherches qui démontrent quels sont les effets des différentes émotions sur nos capacités cognitives. Si on avait plus de temps, je vous donnerais des exemples qui sont très puissants, qui sont très intéressants. Mais on n'a pas, mais je vais vous donner quelques exemples. Disons, les émotions positives, oui, ça nous donne plus de flexibilité cognitive, mais ça diminue notre motivation à essayer de résoudre des problèmes, puis on est plus tendance à être distrait. Donc, avoir des apprenants qui sont heureux vont passer moins de temps à réfléchir, à essayer de résoudre un problème. Par contre, la colère, qu'on a tendance à... On n'aime pas la colère, on n'aime pas vivre la colère des autres. Ça nous cause des hésitations. Puis c'est vrai qu'il y a des éléments de la colère qui peuvent être un peu nuisibles à l'apprentissage si on passe plus de temps à ruminer sur la cause de notre colère. On a des défis à se rappeler des informations qu'on a appris avant, donc on est plus susceptible à des fausses informations. Et notre attention va être sur des indices superficiels plutôt que sur la qualité des arguments. Donc, c'est plus facile de nous convaincre de quelque chose, puis on va avoir une confiance accrue, puis une précision réduite. Donc, on pourrait se dire que ça va avoir un effet néfaste sur l'apprentissage. Mais disons que j'ai un apprenant qui a de la colère parce qu'une simulation leur a fait reconnaître qu'il y a des certaines inégalités sociales
C'est soit des choses avec l'art, soit les choses avec la culture, qui ils sont un peu en colère d'avoir réfléchi que c'est ça le système. La colère peut être un peu utile pour les encourager à dire, ben, comment est-ce que tu changerais le système? Comment est-ce que tu pourrais utiliser ta frustration, ta colère afin de changer le système pour aller vers un monde plus juste que tu aimerais voir? Donc, il y a certaines situations où la colère va nous aider. Il y a d'autres situations où ça ne va pas nous aider. Donc, c'est un peu réfléchir puis connaître un peu les effets des différentes émotions. Donc, je vous ai présenté, tu sais, c'est un peu élargir, c'est l'idée, on se demande quelles sont les émotions qui sont présentes, comment est-ce que je peux apprendre à reconnaître les émotions, est-ce que les émotions vont entraver l'apprentissage? La majorité du temps, ça sera non, les émotions ne seront pas négatives, donc on peut les reconnaître, on peut les nommer, puis on peut valider l'expérience affective. Donc, on enseigne aux gens que les réactions émotionnelles sont normales, donc on n'encourage pas les gens à les supprimer ou à les éviter qu'on sait qu'on a des suivis néfastes. Mais le défi, qu'est-ce qu'on fait si les émotions nuisent à l'apprentissage? Il faut ensuite passer à la régulation de l'état affectif. Donc, ça, c'est notre quatrième étape. C'est des actions qui visent à influencer les états émotionnels des apprenants lorsqu'on pense que les émotions ne sont pas nécessairement bénéfiques à l'apprentissage. Puis je vais vous donner quelques exemples qui sont considérés. Ceux en vert sont plutôt, ont tendance à toujours être des techniques qu'on considère adaptives. Celles en orange peuvent un peu, ce qu'on dirait en anglais, faire un backfire. Ça peut ne pas toujours marcher. Donc, une technique qui marche souvent, c'est un changement cognitif ou une réévaluation. Donc, on invite les gens à réinterpréter la situation de façon que c'est moins provoquant pour la situation. Donc, une que vous connaissez peut-être, n'est-ce pas bon que ces défis sont venus en simulation pour qu'on puisse apprendre comment gérer la situation dans un milieu sécuritaire? Ça fait que lorsque ça va arriver avec des vrais patients, je saurai déjà quoi faire. Ou, tu sais, la simulation, on l'a fait pour mettre en évidence les défis qui peuvent survenir dans un cas comme ceci. Donc, on change un peu l'interprétation qu'ils ont de la situation. Donc, ça, c'est une technique de régulation émotionnelle qui peut être très puissante. Un autre, ça peut être le déplacement de l'attention. Donc, on essaie de détourner leur attention à partir des choses qui déclenchent l'émotion envers d'autres aspects. Donc, ça peut être une technique plutôt passive. Donc, on a eu les réactions, on sait que les réactions sont fortes. On passe un peu de temps là, à la planification des prochaines étapes. Donc, ça, c'est une stratégie un peu passive on les porte à penser à quelque chose d'autre. Ou on peut les apporter de façon plus active, disons, ils sont un peu bouleversés, qui ont manqué une technique ou ils ont manqué un diagnostic ou ils ont montré, tu sais, une fermeture prématurée. On pourrait souligner les aspects qu'ils ont bien faits pour dire oui, c'est vrai que ça, c'est un élément qu'on veut discuter, mais il y a beaucoup d'aspects qui sont bien faits. Donc, est-ce qu'on peut parler de ceci un peu avant d'aller discuter de ça? Donc, on détourne l'attention pour des choses qui sont moins provocantes, mais il faut le faire de façon un peu explicite. Le déplacement de l'attention a tendance à être plus effectif pour des émotions qui sont très fortes, tandis que le changement cognitif, réévaluation, ça marche un peu moins pour les émotions qui sont fortes. Donc, souvent, moi, ce que je ferais, c'est je déplace l'attention un peu, puis ensuite, je vise à faire un changement cognitif lorsque la température émotionnelle est diminuée. D'autres stratégies qui sont plus ou moins qui vont peut-être fonctionner. Un, c'est est-ce qu'on peut modifier la situation? Donc, est-ce qu'on peut supprimer une partie ou la totalité des éléments qui provoquent les émotions? Donc, est-ce qu'on peut faire une pause? Souvent, on se dit qu'il faut faire le debriefing immédiatement après le scénario parce que sinon, nos apprenants vont commencer à se auto-débriefer. Mais si la température émotionnelle est forte, c'est pas propice, on peut prendre une pause puis laisser les gens un peu prendre un peu de distance. Si possible, on peut négocier le prochain cas, dire, OK, vous avez vraiment réagi, vous avez discuté à ce scénario-là. Je ne suis pas certaine qu'on a réussi à avoir des choses à prendre. Voulez-vous refaire le scénario? On va discuter des solutions qu'on pourrait mettre, on va refaire les solutions, puis ensuite, on parlera des stratégies. Puis souvent, si on ne peut pas gérer les émotions, il faut peut-être demander aux gens, on peut leur offrir la possibilité de sortir parce que s'ils sont en état émotionnel très fort, qui n'est pas en lien avec la discussion que vous voulez avoir, ils ne vont pas bénéficier dans votre debriefing. La dernière stratégie, c'est la modulation de la réponse émotionnelle. C'est lorsqu'on vise à supprimer ou atténuer une réponse émotionnelle. Par exemple, on peut encourager les gens de prendre une profonde respiration. On peut leur encourager de prendre une courte promenade. Il y en a d'autres qui peuvent
des fois ça peut marcher ou comme plusieurs le savent, si jamais on l'essayait avec nos proches, avec nos membres de famille, tu sais, les instructions de demeurer calme, des fois ça peut empirer la situation que l'améliorer. Puis aussi avoir le toucher sympathique, mais là, il faut être conscient de qu'est-ce qui est l'espace personnel des gens. Donc, moi, j'ai certaines personnes que je connais que, tu sais, je mettrais la main sur le bras, je mettrais la main sur l'épaule, mais il y a d'autres gens que je connais pas assez bien, donc ça pourrait être vu un peu comme offusquant. Donc, ça, c'est des différentes stratégies qu'on peut utiliser pour mettre en place lorsqu'on se dit, OK, l'émotion qui est là est forte, elle est propice à l'apprentissage. Bon, voici des stratégies que je pourrais mettre en place. Donc, ça c'est le défi, ça c'est le trajet qu'on fait. On identifie c'est quoi l'émotion, on regarde est-ce que c'est tout simplement, est-ce qu'il faut la diffuser? S'il faut diffuser, quelles sont les différentes stratégies que je vais faire? Ensuite, on fait un peu un check-in de dire, OK, j'ai fait ces stratégies-là. Est-ce que ça y a eu effet? Quelles sont les émotions qui sont là maintenant? Est-ce que je peux procéder à l'analyse de notre scénario ou est-ce que je dois passer un peu plus de temps avec les émotions des apprenants? La dernière étape, c'est vraiment important de renforcer l'apprentissage, les points clés. Si on a une situation où il y a eu des émotions fortes ou des émotions qui n'étaient peut-être pas en ligne avec les buts d'apprentissage, comme je vous ai dit, il peut avoir des effets assez importants sur la mémoire. Les gens peuvent avoir de fausses mémoires suite à des situations d'émotions fortes. Donc, dans la situation-là, je vous encourage à utiliser des aides à l'apprentissage pour renforcer c'est quoi les points d'apprentissage clés. Tu sais, il y a des stratégies un peu dans les modèles, un peu comme le modèle PEARLS qu'on connaît très bien au Canada, où ce qu'on fait, c'est quoi le résumé des points clés? On demande les gens de faire le résumé. Mais on peut aller un peu plus loin. Tu sais, si on est discuté des différents protocoles, on peut faire un suivi, leur donner des lignes directrices, ce qu'on appelle en anglais des cheat sheets pour qu'ils puissent voir après. On peut leur demander de copier les notes du tableau pour faire une réflexion par la suite, pour ensuite un peu se rafraîchir la mémoire sur qu'est-ce qu'étaient les éléments clés. Ou si vous avez le temps, si vous avez la capacité, faire un suivi par courriel, dire, tu sais, merci pour le bon debriefing. Dans le briefing, voici les éléments qui sont venus, que, tu sais, les points forts, les points qu'on voulait discuter, puis voici des stratégies qu'on utiliserait dans cette situation. Donc, on renforce leur attention sur les éléments qu'on veut qu'ils se rappellent. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Ça, c'est un survol quand même assez rapide de vous encourager à considérer le rôle des émotions qu'elles peuvent avoir lors d'un debriefing difficile, puis une approche des stratégies qu'on peut prendre pour un peu faire face aux émotions, puis les gérer de façon qui sera adaptive euh, pour nous, pour nos apprenants, puis pour leur apprentissage. Bon, comme j'ai dit, c'est un survol quand même assez rapide. Donc, si vous voulez approfondir vos connaissances, mon collègue Glenn et moi, et dernièrement avec Victoria Brazel, on a quelques articles qui sont sortis. Le premier, More Than a Feeling, est sorti, je pense, il y a une semaine, qui parle beaucoup de ces stratégies-là, plutôt en développement. C'est en anglais, malheureusement, mais il y a des bons logiciels de traduction. Il y a un article ici par Miko Lajak qui parle des compétences émotionnelles qui est très bien fait. Puis si vous voulez apprendre plus en domaine hors de la simulation, il y a des bons livres qui sont là. Mais je vous invite aussi de faire un suivi si vous avez des questions sur le thème. Donc, avec ça, j'espère que je suis restée dans mes contraintes de temps et je repasse la parole à Guillaume et à Cédric. Eh bien, merci beaucoup, Vicky, pour votre exposé passionnant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant et votre expertise. C'est vraiment une chance pour nous que vous ayez accepté de partager vos travaux de recherche personnels. Il faut quand même rappeler que vous avez quand même travaillé toute votre carrière, pour l'instant, juste sur les émotions. Euh, on va maintenant passer, donc, juste, Vicky, si vous pouvez rallumer votre micro et nous dire quelle température il fait à Ottawa en ce moment. Tout de suite, c'est une journée chaude à Ottawa. Il fait -8 Celsius, -16 avec le wind chill. Mais ça, c'est une journée chaude. Hier soir, je pense qu'il faisait -22. Mon mari et moi, on pensait aller patiner, mais on a réalisé que sans avoir un masque plein, c'était un peu froid pour aller patiner. Mais on était presque à la limite pour aller faire du patin. Eh ben, merci beaucoup, Vicky. Ça me permet de vérifier que la météo de Google est effectivement exacte. Je vous partage la météo à Ottawa, où effectivement il fait -7 avec un -13 ressenti. Et c'est pour faire la transition avec le prochain intervenant, Thierry Sécheresse, qui est docteur en sciences de l'éducation et qui lui est à Chambéry.
où là, bon, on a 8 degrés. On va voir s'il confirme cette température de 8 degrés avec un ressenti à 1 degré. La nuit, ça descend un peu. Donc, Chambéry, c'est une des raisons qui est les plus froides aussi pour nous, Vicky, en France. Et c'est pour ça qu'on voulait faire ce petit comparatif. Mais on voit que vous nous blattez à plat de couture avec vos moins 22 hier. Donc, merci pour ce retour. Thierry, donc, en plus d'être docteur en sciences de l'éducation, il est responsable du CESU 113, chef de service de OPSIM, qui est l'hôpital simulé, centre de formation en simulation de Chambéry. Et il va nous parler des biais cognitifs du formateur dans le débriefing difficile. Il faut savoir que c'est une thématique qui est assez, dans laquelle il y a assez peu de littérature, mais il va nous en parler tout de suite. Thierry, est-ce que tu peux partager ton écran? J'arrête le partage du mien et je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde, je vérifie que ça marche. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est correct, c'est super. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup, hein, merci aux organisateurs, merci à la Sophracim et merci au comité pédagogique de me permettre de partager avec vous quelques éléments autour de cette notion de débriefing difficile et les biais cognitifs du formateur. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur cette thématique, je me suis posé la question de, mais finalement, c'est quoi un débriefing difficile? Et donc, je suis allé retourner voir quelles étaient les... alors, le temps que ça marche, voilà. Quelles étaient les définitions qui nous avaient été données lors du débriefing précédent en novembre 2023 et avec les définitions qui étaient données par Denis Oriot, Guillaume Malinier ou Clément Buléon. Et pour Denis, on avait cette notion d'un déséquilibre entre la charge de travail perçue et l'effort investi, alors que pour Clément, une inadéquation entre les efforts déployés et les résultats obtenus. Donc cette notion donc, de déséquilibre, d'inadéquation, qui me rappelait une autre notion qui est la notion de la charge cognitive. La définition de la charge cognitive, qui est en fait une intensité du traitement cognitif engagé par un individu particulier qui possède certaines compétences et certaines ressources pour réaliser une certaine tâche d'une certaine manière dans un certain environnement. Donc là aussi, on retrouve une notion d'adéquation, une notion d'équilibre entre d'un côté l'individu, ses compétences, ses ressources à un instant T, et la tâche de débriefing. Et effectivement, la question qui va se poser, c'est quelle est la charge cognitive du débriefeur pendant le débriefing. Donc, comme on le voit, hein, cette charge cognitive du débriefeur, elle va dépendre d'un certain nombre d'éléments, hein, l'accueil des réactions, la structure, la description de l'action, l'engagement dans le débriefing, l'analyse, la priorisation des objectifs, la régulation des conflits socio-cognitifs ou la synthèse et la transposition. On reconnaît ici les 4 étapes du modèle Peirce et le débriefeur expérimenté va gérer cette situation et va obtenir un équilibre entre ses compétences et les éléments du débriefing. Sauf que dans un certain nombre de situations, un certain nombre d'éléments vont venir perturber ces éléments. On vient de parler des émotions, on peut retrouver aussi la structuration inadéquate du débriefing. À un moment, on peut se poser la question de quoi on parle, quelle est la thématique, la régulation du conflit socio-cognitif qui serait plutôt relationnel qu'épistémique, entraînant de la difficulté, et enfin la phase de synthèse. Donc des éléments qui finalement vont déséquilibrer et entraîner une surcharge cognitive du débriefeur, surcharge cognitive qui va pouvoir être responsable d'arrivée des biais cognitifs. Donc effectivement, dans certaines situations, les biais cognitifs vont apparaître et inversement, on le verra, les biais cognitifs peuvent entraîner des situations de débriefing difficiles. Donc avant d'aller plus loin, définissons un peu ce que c'est que les biais cognitifs. Finalement, les biais cognitifs, alors de nombreuses définitions existent, prenons celle de Motavelli et Nestel par exemple, et les biais cognitifs sont des processus mentaux qui conduisent à des écarts systématiques de jugement par rapport à une norme. La question suivante étant, qu'est-ce que c'est que la norme? La norme, si on prend la définition de Caverny, c'est le résultat d'une tâche qui va être effectuée de manière rationnelle ou de manière adaptée à la situation. Donc on le voit, hein, le biais cognitif défini comme un écart systématique par rapport à une tâche rationnelle ou de manière adaptée.
On voit d'autres situations qui vont favoriser les biais cognitifs ou encore d'autres situations comme l'influence sociale et culturelle et les contextes d'incertitude. Si on va un petit peu plus loin, on peut demander à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, à Perplexity ou autres, quels sont les éléments communs aux différentes définitions des biais cognitifs, et on va retrouver un certain nombre d'éléments. Ce sont des stratégies inconscientes et automatiques, des mécanismes adaptatifs pour simplifier les informations complexes, des notions d'erreur qui découlent des limites ou des raccourcis des heuristiques du cerveau, des raccourcis décisionnels qui vont être considérés comme des vérités, issus d'un traitement rapide et automatisé. Le système 1 se cache derrière tout ça, pour produire des interprétations qui vont être exactes dans un certain nombre de cas, mais aussi parfois inexactes, le tout de manière inconsciente, et cet élément est important. Alors, la question qui va se poser, c'est si ces biais cognitifs prennent la baguette du chef d'orchestre, c'est-à-dire apparaissent dans le débriefing, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il existe, lorsqu'on regarde dans la littérature sur les biais cognitifs, une abondante littérature. À titre d'exemple, une simple recherche PubMed sur les biais cognitifs montre près de 30 000 résultats. Par contre, si on s'intéresse aux biais cognitifs et aux débriefings difficiles, et bien là, vous voyez, on trouve nettement moins de littérature sur l'association de ces thématiques. Et pourtant, on va retrouver quand même un certain nombre d'éléments. Alors, je vais faire référence à un article paru dans Advanced in Simulation en décembre, en décembre précédent, donc il y a moins d'un mois, extrêmement récent, qui fait un peu la synthèse de ces éléments et qui va nous montrer qu'effectivement, les biais cognitifs du formateur vont impacter les comportements des débriefeurs, aussi bien sur le comportement non verbal que verbal ou paraverbal, mais va impacter également les stratégies de débriefing, que ce soit les stratégies, par exemple, de feedback directif, d'auto-évaluation ou de débriefing réflexif focalisé, mais également les fondamentaux du débriefing, que ce soit la sécurité psychologique, la centration sur l'apprenant ou les éléments culturels, et je laisserai la discussion à l'orateur suivant. Tous ces éléments peuvent avoir un effet sur les outcomes, sur l'apprentissage, en diminuant l'engagement dans le débriefing, en entraînant des attitudes négatives ou en diminuant la satisfaction, ce qui va entraîner des impacts sur les simulations futures, sur les apprentissages et les transferts des apprentissages, voire même peuvent modifier des dynamiques d'équipe. Alors, prenons quelques exemples issus de l'article de Advanced in Simulation, avec comme illustration Mr Bean qui prend en charge un arrêt cardiaque. Vous pouvez voir la vidéo sur Internet. Premier exemple de biais cognitif, l'erreur fondamentale d'attribution. L'erreur fondamentale d'attribution, ça consiste à surestimer l'impact des facteurs internes et à sous-estimer l'impact des facteurs externes. Un exemple, nous sommes à une réunion, un collègue arrive en retard à la réunion, va surestimer l'impact des facteurs internes, c'est normal, il est mal organisé, il ne respecte jamais les horaires. Mais ce qu'on va oublier, c'est qu'il manque 2 personnes dans le service et la charge de travail est plus importante du fait d'une épidémie. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner dans le cadre d'une simulation et d'un débriefing? Prenons l'exemple de Mr Bean qui réalise une ventilation et on le voit en utilisant un magazine qu'il a plié et il souffle dans le magazine. L'erreur fondamentale d'attribution pourrait nous faire dire que Mr Bean ne comprend rien. Il fait n'importe quoi, il ne connaît rien en réanimation cardio-pulmonaire et la conclusion, c'est que c'est un problème lié à Mr Bean et non pas à la situation, c'est un problème de connaissance et entraînant un certain nombre d'éléments au niveau du débriefing et du débriefeur. Cela pourrait entraîner par exemple une posture directive du débriefeur, par exemple dans le non-verbal, laissant peu de place à l'échange, une stratégie de débriefing traduisant par un feedback direct avec un apport de connaissances sans aller rechercher les facteurs extérieurs qui pourraient expliquer ce comportement, se traduisant par un débriefing avec jugement, une sensation d'agression par l'apprenant. Deuxième exemple, l'effet de halo. L'effet de halo, ça consiste à généraliser une impression positive ou négative d'une caractéristique d'une personne à l'ensemble de la personne. En d'autres termes, lorsqu'on a une opinion initiale d'une personne sur un domaine, on a tendance à le généraliser.
Alors, un exemple parmi d'autres, hein, c'est ce patient qui arrive aux urgences avec une douleur thoracique, qui est sportif, qui est souriant, qui décrit sa douleur de manière calme et optimiste. L'effet de l'eau pourrait nous faire dire que c'est probablement une douleur pariétale suite au sport qu'il a fait hier. Sauf que 2 heures plus tard, le CG est fait parce que les antalgiques ne le soulagent pas et on découvre un infarctus. Alors, prenons l'exemple du docteur Bean. Le docteur Bean, c'est une référence dans le service, c'est un puits de science, c'est lui qu'on va voir lorsqu'on a un problème. L'effet de halo va nous faire dire que de toute façon, lorsqu'il va venir en simulation, il va gérer parfaitement les situations de simulation, il n'y aura jamais de problématique, tout va toujours bien se passer. Le comportement du débriefeur va être alors une posture qui va être ouverte, qui va être centrée sur le docteur Bean, mais par contre, il va y avoir peu d'échanges avec les autres membres de l'équipe, tellement on va être centré sur ce docteur Bean. Donc, il y a une stratégie de débriefing qui pourrait être un débriefing réflexif, mais uniquement centré sur les éléments positifs. Effectivement, le docteur Bean ne peut pas faire d'erreur. Donc, pas de feedback de performance, pas d'exploration, des éléments optimisés, s'il y en a. Du coup, on arrive à l'inverse à un débriefing sans jugement, sans retour objectif. Le danger dans ce cas-là, c'est que le docteur Bean, à la fin de la journée, il parte en disant mais ai-je bien fait, ce qui est redoutable en matière de simulation, d'apprentissage par simulation. Troisième exemple, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, ça consiste à favoriser, interpréter tout ce qui va confirmer notre hypothèse initiale, nos croyances, et en même temps à ignorer, à minimiser les informations qui vont le contredire. Autrement dit, on accorde plus de poids aux preuves qui soutiennent nos hypothèses et on néglige celles qui les remettent en question. Un exemple classique, allez, je suis de garde ce soir à la maternité, c'est un soir de pleine lune, bah, c'est évident, on va encore passer une nuit difficile avec beaucoup d'accouchements. La preuve, lors de ma dernière nuit, un soir de pleine lune, on n'a pas arrêté. Pourtant, il y a des études qui ne montrent pas de corrélation entre lune et accouchement. Oui, oui, mais ces études ne prennent pas en compte ce que l'on vit sur le terrain. Alors maintenant, on va parler de l'interne Mr Bean. C'est un rigolo, il met beaucoup d'ambiance dans le service, sauf que clairement, on a l'impression qu'il manque de rigueur et de compétences. Du coup, le biais de confirmation va nous faire rechercher et nous faire focaliser pendant la simulation, pendant l'observation et pendant le débriefing sur toutes les erreurs faites par Mr Bean qui vont confirmer cette impression initiale de manque de rigueur et de compétences et vont nous faire oublier tout ce que notre interne Mr Bean a bien fait. Donc, un comportement du débriefeur centré sur les erreurs de Mr Bean, contact visuel par exemple, lors de description des éléments négatifs directs envers Mr Bean. Donc un débriefing réflexif, mais qui va être centré que sur les causes et les erreurs et aucun retour sur les éléments positifs réalisés par Mr Bean, voire même discussion des éléments positifs, mais du reste de l'équipe, puisque l'interne Mr Bean, il n'est pas capable de faire quelque chose de bien, on ne va pas le voir. Les fondamentaux du débriefing sont mis en jeu, avec notamment la sécurité psychologique de Mr Bean, et qui risque de partir avec sentiment d'efficacité personnelle extrêmement diminué, avec toutes les conséquences sur le comportement futur. Le biais d'ancrage, il est parfaitement illustré par le schéma en bas. 19,99 €, c'est évident que c'est pas cher pour le produit, quel que soit le produit, puisque notre cerveau a été ancré par le 34,99 € du dessus. C'est-à-dire qu'on va se laisser influencer par la première information reçue qui devient le point de référence. Notre Mr Bean, il reconnaît l'arrêt cardiaque de ce patient, mais avec un certain délai. Et ce retard initial va créer ce point de référence et une impression négative qui va guider en fait la suite de l'observation et le débriefing, qui va servir d'encre. Le comportement du débriefeur, langage verbal et non verbal qui ne va pas être adapté, un ton condescendant, supérieur, un positionnement voire maître-élève, et un débriefing qui va être centré sur le retard de reconnaissance, même si le reste de la prise en charge est parfaite, un débriefing avec jugement, mais sans retour sur les éléments positifs. En termes de fondamentaux du débriefing, un risque de dépréciation de l'apprenant, perte de sécurité psychologique et là aussi diminution du sentiment d'efficacité personnelle. Autre exemple, le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est le verre à moitié vide, c'est-à-dire qu'on accorde plus d'importance aux événements négatifs qu'aux événements positifs, même lorsqu'ils ont une importance équivalente ou supérieure. Un exemple, c'est les questionnaires de satisfaction qu'on connaît tous. Allez, il y a 2 personnes qui ont noté, par exemple, sur l'exemple, que le réalisme de la situation était faible, une note à 1 sur 5 sur une échelle de Likert. Ouh là là, il faut tout modifier, c'est la catastrophe, notre session de simulation ne marche pas.
Et on oublie que 98 participants, par contre, eux, ont trouvé le réalisme de la situation tout à fait satisfaisant. Revenons à notre Mr Bean, il a débuté les compressions thoraciques, sauf qu'il applique une méthode très particulière, il réalise les compressions thoraciques avec le pied. Le biais de négativité nous fait voir que les éléments négatifs, il n'applique pas la méthode décrite dans la littérature pour réaliser les compressions thoraciques. Il est évident que ce n'est pas efficace, comme de toute façon tout le reste de la prise en charge de Mr Bean. Le comportement du débriefeur, du coup, risque de se retrouver avec un langage verbal et non verbal non adapté, une attitude fermée, de désapprobation, un feedback direct, mais uniquement sur les éléments négatifs et tout de suite avec un apport didactique en disant voilà, c'est absolument pas ça qu'il faut faire, voilà comment il faut faire, je vais t'apprendre ce qu'il faut faire. Du coup, sans recherche du schéma de pensée sous-jacent, quels sont les schémas de pensée? C'est le fameux qu'est-ce qui a fait que sous-jacent à ces compressions thoraciques originales, et pas de place à la discussion. Pour l'apprenant, en termes de fondamentaux de débriefing, une perte de confiance qui n'a pas pu expliquer son raisonnement. À aucun moment, il a eu de place pour l'expliquer son schéma de pensée sous-jacent, son raisonnement, voire même un sentiment de. Dernier exemple, le biais rétrospectif. Le biais rétrospectif, je le savais depuis le début, c'est toujours facile a posteriori d'expliquer. Et une fois que l'événement s'est produit, on a tendance à dire que l'issue était plus prévisible. Un exemple, on sort des Jeux Olympiques, c'est la médaille d'or de Stephen Bradbury en short track à Salt Lake City en 2002. Tout le monde le donnait perdant au départ. Finalement, il a gagné la médaille d'or. Pourquoi? Parce que les 4 personnes devant lui sont tombées. Ce qui est intéressant, c'est qu'à posteriori, un certain nombre de personnes ont commencé à dire mais oui, c'était prévisible et effectivement, il y a une stratégie qui a été faite par Bradbury, par exemple, pour se mettre à l'arrière du groupe et pas tomber. Si on revient à notre Mr Bean, il défibrille le patient, il a trouvé 2 câbles électriques, il a branché ça à un poteau électrique et il administre un choc électrique. C'est évident que la défibrillation était la chose à faire depuis le début. J'ai écrit le scénario, je sais que c'est une fibrillation ventriculaire, je sais qu'il faut le défibriller, mais comment ça se fait que Mr Bean arrive seulement maintenant à cette conclusion? Donc, comportement du débriefeur avec un langage verbal et non verbal qui peut être désinvolte, c'était évident. Un feedback direct sans rechercher les raisonnements, avec un risque de raccourci vraiment simpliste, c'est évident. Moi, je connais la réponse, je sais que c'est une fibrillation. Comment ça se fait que ça arrive que maintenant? Donc, pas d'analyse des autres actions, pas d'identification des axes d'apprentissage. Et puis, pour notre apprenant, en termes de fondamentaux du débriefing, le sentiment doit être injustement évalué sur un résultat. Une confusion entre le résultat versus le qu'est-ce qui a fait. Donc, on le voit, quelques exemples sur les biais cognitifs dans le débriefing. Alors, est-ce qu'on peut retrouver un peu de sérénité dans le débriefing difficile vis-à-vis de ces biais? Existe-t-il des stratégies qui vont permettre de diminuer l'impact de ces biais? Première notion qu'on pourrait penser, c'est effectivement, il faut connaître l'existence de ces biais cognitifs, et le fait de connaître l'existence de ces biais cognitifs permettra de les éviter. Oui, sauf que les données de la littérature montrent que le simple fait de connaître l'existence des biais cognitifs ne suffit pas, voire même un certain nombre de stratégies de débiaisement sont peu efficaces, et ce d'autant plus que le biais d'aveuglement fait qu'on ne va pas voir nos propres biais. Deuxième notion, vu l'impact de la charge cognitive, quelles sont les possibilités de diminuer la charge cognitive dans le débriefing, et notamment en diminuant la charge extrinsèque, c'est-à-dire tous les éléments qui vont augmenter la charge cognitive de manière inadéquate, qui ne servent à rien, par exemple, dans un débriefing, qui vont polluer ce débriefing et augmenter la charge cognitive. Ça passe, par exemple, en utilisant une structure et des outils de débriefing précis, en passant, par exemple, du débriefing implicite à un débriefing explicite, extrêmement structuré, extrêmement guidé par le formateur, c'est-à-dire qu'il reste réflexif, mais avec un guidage très précis, un étayage très précis par le formateur. Ça permet de passer du système 1 au système 2, c'est-à-dire d'un débriefing intuitif à un débriefing analytique en suivant une méthodologie de débriefing, des questionnements de débriefing extrêmement précis. Mais au-delà, un élément important, c'est d'acquérir une base de connaissances expérientielles sur le débriefing difficile en mémoire à long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de se confronter à des débriefings difficiles. C'est un élément qui avait été noté lors du premier webinaire
où effectivement, avec l'expérience, le nombre de débriefings difficiles il diminuait parce que justement, on avait cette expérience de les gérer. Alors, les rencontrer, ça c'est accumuler les simulations, mais également les rencontrer, les débriefings difficiles, de manière simulée, et ça pose la question de la formation continue des formateurs en utilisant un outil pédagogique magnifique et très puissant qui est la simulation. Enfin, un dernier élément, un élément bien connu et bien retrouvé dans la littérature, c'est les autres. Les autres, puisqu'on est soumis au biais d'aveuglement, puisque on ne voit pas nos propres biais, les autres vont voir nos biais. C'est toute l'importance du co-débriefing. Donc voici quelques éléments, quelques pistes de réflexion sur cette notion de débriefing difficile, de biais cognitif dans le débriefing. Et je vous remercie de votre attention. Et juste avant de laisser la parole, au fait, est-ce que vous avez remarqué le changement de posture de Mr Bean durant la présentation, qui passe de débriefeur à apprenant et puis à débriefeur? Mais peut-être qu'il y avait un biais de disponibilité. Voilà, je vous remercie. Merci Thierry, merci beaucoup pour cette magnifique présentation sur les biais cognitifs. C'est une thématique pas simple et vraiment tu l'as abordé avec tes mots, avec tes diapos, c'était super, vraiment bravo. Merci beaucoup. Alors, juste deux petits éléments. Le chat, voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On sélectionne les questions, puis on y répondra après les trois présentations. Et puis on salue également l'équipe. Je sais qu'il y a une promotion de DU de simulation qui est située sur Caen avec François Lecomte et Clément Buléon. Et ils sont très nombreux à nous regarder. Donc merci beaucoup d'être présents ce soir pour assister à ce webinaire. Donc je vous propose maintenant de poursuivre cette aventure sur le débriefing difficile avec le grand professeur Mohamed Mohawi de Casablanca, qui est professeur en anesthésie-réanimation et en médecine d'urgence, qui est chef de service du centre de simulation de Casablanca, l'université Hassan II, et puis expert international en simulation. Enfin, je crois que tout le monde te connaît, Mohamed. Tu es président de la Morocosim, qui organise également beaucoup de webinaires et on y assiste et on est toujours très content d'y assister. Et puis, Mohamed, donc tu vas nous parler maintenant de l'implication de la différence culturelle dans le débriefing difficile. Alors, juste avant de nous en parler, je vois Cédric nous a mis la température à Casablanca au Maroc. Il fait 17 je vois. degrés. Il a l'air de faire assez beau en ce moment. C'est plutôt bien. Tu nous amènes du soleil. Je l'appelais en plus. Il fait beau, c'est vrai qu'il fait beau. Donc, merci Guillaume, merci Cédric pour l'invitation de la Sofrasim. Merci aux deux orateurs qui m'ont précédé. Merci à l'audience. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très, très ravi d'être là avec vous. C'est un honneur et un plaisir d'être là avec mes amis. Et j'ai vu aussi sur le chat la présence de mon maître, le professeur Dabinamo, et notre grand ami, professeur Denis Oriot, et plein de personnes de la communauté de Morocco-Sim et des Marocains particulièrement. Donc, merci encore une fois. Je vais partager ma présentation. Et je ne sais pas si c'est le hasard du chose ou pas, parce que je pense que Mr Bean va être la star de ce webinaire de ce soir, parce que, comme par hasard, ce matin, j'avais mon cours sur le secourisme, la partie théorique pour mes deuxièmes années de médecine. Et en fait, sur l'un des passages, je leur parle justement de cette vidéo, cette classique vidéo, où Mr Bean va donner des soins de la réanimation cardio-pulmonaire de base. Alors, c'est l'obscurité parce que derrière, il y a tout un amphi plein. Je vous assure qu'avoir un amphi plein par ces temps-là, ce n'est pas du tout évident. Mettez un peu d'interactivité, de la bienveillance, de l'amour, et vous allez avoir des étudiants déjà à l'heure, bien avant à l'heure, qui sont contents, qui se préparent. Et dans l'occasion, on fait des massages cardiaques juste en utilisant des coussins, parce qu'aujourd'hui par exemple, on leur a appelé l'amphithéâtre des coussins. Donc ça, c'est fait. Merci à Mr. B de nous avoir rendu la vie très joyeuse et agréable. Et on va passer au vif du sujet pour parler de cette histoire de l'implication de la différence culturelle dans le débriefing difficile.
Alors, Guillaume, j'avoue, quand tu m'as donné le sujet, moi, je suis quelqu'un de challenger. C'était très difficile. Et en plus, parce qu'en fait, au Maroc, on n'a pas, on va dire, on n'a pas tellement de différences culturelles, en fait, à moins de deux situations particulières. Je vous explique. Nous avons beaucoup d'étudiants qui arrivent des pays de l'Afrique subsaharienne. Et même dans notre système éducatif au Maroc, nous avons un double système. Il y a un système bilingue, c'est-à-dire où on étudie et l'arabe et le français pour les matières scientifiques, mais il y a aussi le système des missions internationales. Donc, il y a beaucoup de parents qui mettent leurs enfants dans des missions comme la mission française, anglaise, américaine. Et tout ce beau monde, il peut passer le concours de la faculté de médecine. Et quand ils sont là, on voit il y a des plus et des moins pour chacun des deux systèmes. Donc, l'implication de cette différence culturelle que je vais traiter aujourd'hui, ça va rester un sujet essentiel et particulièrement dans les environnements dans les environnements de travail, de formation, pardon, ou de travail qui est multiculturel. On sait tous que le débriefing, c'est une phase clé de l'apprentissage, ça on ne discute pas, mais qui peut être influencée par des divergences culturelles qui vont affecter parfois soit la communication, soit la perception des événements et parfois même l'interprétation des feedbacks. Alors, dans mon topo, il y a deux événements, il y a deux éléments. Il y a d'abord la différence culturelle et il y a aussi le débriefing difficile. Et on va essayer de les connecter les deux ensemble. Alors, parlons d'abord de la définition de la différence culturelle. Alors, cette différence culturelle fait référence aux variations soit dans les croyances, dans la religion, dans les comportements, dans les traditions et parfois même dans les valeurs entre les sociétés et des groupes sociaux. On s'éloigne un peu des petites communautés, mais là, on passe sur une large échelle, c'est-à-dire des groupes sociaux et de grandes communautés. Cette différence culturelle va faire quoi? Il va influencer les interactions, la communication et les perceptions entre les individus de cultures différentes. Alors, c'est très important pour tous les formateurs qui font de la simulation, qui font de la pédagogie de la simulation, de comprendre ces différences. C'est essentiel. Alors, pourquoi? Parce que ça peut dériver. On doit chercher le respect mutuel. On doit éviter les malentendus et on doit surtout enrichir les échanges malgré le contexte de diversité. Si je vous montre par exemple cette photo, dans le chat, il y a plusieurs personnes qui arrivent d'horizons différents. Il y a certains qui vont être par exemple choqués par le terme benefits of eating halal food. Et certains vont dire, mais pourquoi ils nous parlent de halal food? Ça, c'est pas notre souci. Et je vous assure que la plupart des personnes de ma communauté marocaine, ils sont en train de jeter un regard sur le menu, par exemple, que chacun voit le contexte de sa propre vision, de sa propre culture. Regardez-moi cette deuxième photo. Vous êtes en train de voir un simulateur un simulateur une veste de sein avec lequel, pardon, on apprend à faire des scénarios, surtout avec la simulation hybride, à comment faire un scénario, à comment allaiter les bébés. Vous savez, par exemple, au Maroc, on est incapable d'instaurer ce type de formation chaque fois qu'il s'agit de porter des vestes de simulation parce que culturellement, on a de la honte, on a de la timidité, alors que je sais, par exemple, sous d'autres cieux, ça passe très, très bien. Alors que, par exemple, il y a deux choses qu'on n'arrive pas à voir facilement. Et du coup, on le fait en procédural. On n'arrive pas à faire de la simulation hybride pour tout ce qui est examen du sein à la recherche de nodules. Et on n'arrive pas à faire de la simulation hybride pour tout ce qui est apprentissage de l'allaitement maternel. Maintenant, je vous ai parlé du contexte marocain, certes, mais voyons ce qui se passe d'une façon générale. On va généraliser. Alors, le débriefing difficile, je vous invite tous, si vous ne l'avez pas fait, à regarder le webinaire précédent. Et vraiment, j'ai adoré la présentation de mon ami, le Denis Oriot, qui a vraiment décortiqué le débriefing difficile. Et j'ai bien aimé quand il a dit que en fait, quand ils ne sont pas débriefing difficile, c'est quand on sent il y a un déséquilibre entre l'effort fourni, entre la charge de travail et le rendu final. On a fait beaucoup d'efforts, mais finalement, nos apprenants, ils sont soit frustrés, soit déçus de la qualité du débriefing derrière.
et peut-être ils n'auront même pas envie de revenir aux autres sessions. Le problème, et Denis Oriol l'a bien dit dans le webinaire précédent, c'est que ce débriefing difficile, quand ça arrive, il n'a pas que des conséquences sur les apprenants, mais aussi sur les formateurs. Vous savez, un formateur pour lequel un débriefing se passe mal, il accuse le coup et probablement il se dit, est-ce que je suis fait pour ce métier? Elle a décortiqué toutes les causes du débriefing difficile et parmi les causes du débriefing difficile, il y a justement cette histoire de différence culturelle. Alors, on va voir la différence culturelle sous 5 aspects différents. Je dis bien sous 5 aspects différents, comme les doigts de la main, et commençons par cette histoire de communication verbale et non verbale. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Alors, ce monsieur, il s'appelle Edward Hall. Alors, Edward Hall, c'est un anthropologue qui est très, très connu, qui a travaillé sur l'histoire des communautés, sur les dynamiques de larges groupes et surtout sur cette histoire de différentes cultures. Et il a publié en 1959 un livre qui s'appelle The Silent Language. C'était en 1959. Et dans ce livre-là, bon, il a parlé de plein de choses, mais il a identifié une notion très importante. Il a identifié la différence entre les personnes, entre les sociétés à culture, à contexte élevé et les cultures à contexte bas. Et je m'explique. Alors, il y a des contextes, il y a des communautés avec des contextes culturels élevés. Et ça, c'est particulièrement dans les pays arabes et les pays asiatiques. Je m'explique. Dans ce contexte-là, la culture à contexte élevé, elle fait référence à, comment dirais-je, à des sociétés ou à des groupes dans lesquels les gens entretiennent des liens étroits sur une longue période. On vit vraiment en communauté. La communication dans ce contexte-là, elle repose fortement sur l'implicite. C'est-à-dire, on essaie de travailler beaucoup plus sur le non-verbal que le verbal. Donc, on insiste sur les gestes et on insiste sur les gestes qui sont, sur les indices non-verbaux. Ce que je disais. Et à côté de ça, on distingue le contexte culturel faible ou bas. Et ça, on le voit beaucoup plus dans les pays nord-américains et les pays européens, comme par exemple la France. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là? Dans les pays à contexte culturel faible ou bas, les gens s'adressent les uns aux autres d'une façon informelle. On remarque plus d'individualité. Les salutations sont souvent réduites au minimum. Par exemple, alors au Maroc, par exemple, si on se voit le matin, on va dire les baisses, on va le dire 3 fois de suite. Alors qu'on dit la baisse, c'est ça va, tu vas bien? Ben, on peut le dire 3 fois de suite. Aux États-Unis, il peut se suffire morning, même pas good morning, et on passe. Bien sûr, on peut pas parler que de pays, mais parfois, on peut pas, mais plus de tendance à être dans un certain contexte. Allez, quel est le corollaire par rapport au débriefing? Dans un débriefing, cela peut engendrer des malentendus si le facilitateur n'est pas conscient de ces différences. Par exemple, une personne d'une culture en contexte élevé pourrait éviter de verbaliser son désaccord. Il aura honte de désavouer l'avis du briefeur alors qu'il sait qu'il a tort, rendant difficile l'identification des problèmes. Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans nos facultés de médecine marocaines, on a une population qui arrive de 2 systèmes éducatifs différents. Et on voit très bien la différence pendant le débriefing. Il y a ceux qui s'affirment, qui disent non, monsieur, je pense que c'est comme ça. Et les autres qui restent têtus toute la séance de débriefing. Et Dieu sait que c'est très, très difficile d'homogénéiser ces deux personnes. Alors, maintenant, on va passer à un autre, donc, on a vu le premier aspect, c'est l'aspect de la communication verbale et non verbale. Il y a un autre aspect avec lequel on va aborder les différences culturelles, c'est cette histoire de relation avec l'autorité. On distingue 2 types de relations ou de cultures. Il y a la culture hiérarchique, il y a aussi la culture égalitaire. Je commence par la culture hiérarchique. Alors, c'est quoi cette culture hiérarchique? Dans cette culture, la hiérarchie, elle est très valorisée. Encore une fois, c'est beaucoup plus les pays arabes et les pays asiatiques, et je rajouterai cette fois-ci les pays africains. Et là, ça nous pose un problème quand on a à débriefer des personnes qui arrivent aussi de l'Afrique subsaharienne. Ils arrivent difficilement voilà, à exprimer ce qu'ils sentent.
Et parfois même, on doit vraiment les gérer avec des pincettes parce qu'il y a aussi cette histoire de, bon, voilà, on ne les a pas trop valorisés, peut-être que vous êtes plus ou moins raciste. Donc, vraiment, il faut gérer ça avec des pincettes. Le respect envers les figures d'autorité est profondément ancré dans cette culture et les participants peuvent malheureusement soit hésiter à contredire ou critiquer, ils peuvent, comment dirais-je, limiter leur participation active et ils peuvent parfois adopter un langage indirect. Je vous donne un exemple. Prenons un étudiant en simulation qui peut éviter de signaler une erreur commise par un médecin senior pendant l'exercice, même si cette erreur, elle est évidente. Et lors du débriefing, ben, il pourra rester silencieux toute la période de débriefing ou offrir des commentaires généraux vagues pour ne pas vraiment sembler critique. Alors, dans l'autre côté, on va parler de la culture égalitaire. Alors, dans la culture égalitaire, disons que les relations sont davantage basées sur l'égalité. Et les participants, heureusement, cette fois-ci, ils peuvent exprimer leurs opinions plus librement, ils peuvent encourager la participation collaborative et peuvent aussi voir la critique comme constructive. Et on verra tout à l'heure cette histoire de critique, comment elle est perçue par les uns ou par les autres. Si je prends un exemple, dans une équipe multiculturelle, par exemple, un jeune interne d'une culture égalitaire, il pourrait corriger ou contredire un superviseur pendant un débriefing en considérant cela comme une contribution normale ou attendue du processus d'apprentissage. Allez, troisième aspect, c'est la gestion des émotions. Vous savez, à culture différente, une gestion différente des émotions. Il y a certaines personnes qui considèrent que exprimer ses émotions, c'est un signe de faiblesse. Ça nous arrive ici de voir parfois des émissions de télé-réalité, surtout sur la chaîne française, et on voit les gens pleurer facilement. Et on se dit toujours, mais ces gens, ils pleurent tout le temps. Mais parce qu'ils arrivent d'une culture différente. Dans les pays européens, par exemple, ben, on n'a aucun mal à exprimer ses émotions. Par contre, dans certains pays comme le nôtre, exprimer son émotion, parfois, ça peut être considéré comme un signe de faiblesse. Et le problème, c'est que les participants, pendant le débriefing, ils ont tendance à dissimuler leurs émotions. On va commencer par recueillir l'émotion, le R, le fameux R, le ressenti, mais on arrive difficilement à débloquer la situation. Parce que pour eux, si je ne dissimule pas l'émotion, je vais peut-être désintégrer l'harmonie du groupe et probablement faire apparaître ma vulnérabilité. Dans l'autre sens, exprimer ses émotions dans certains pays, comme le pays européen, ça relève de l'honnêteté émotionnelle. Cette culture-là qui valorise l'honnêteté émotionnelle va donner des participants plus démonstratifs avec des participants c'est-à-dire qui ne voient pas trop dramatique le fait d'exprimer ses émotions. Et ces différences-là, bien évidemment, vous l'aurez compris, ça va rendre la gestion du débriefing difficile et parfois très complexe. Alors, le quatrième aspect ou le quatrième angle avec lequel on va voir la différence culturelle, c'est le concept de critique et de feedback. Il y a certains qui vont considérer le feedback comme une humiliation, et parfois en fait, elle est perçue comme ça. Et ce sont des cultures qui valorisent bien évidemment de l'harmonie sociale. On se dit qu'il vaut mieux ne pas critiquer, ne pas titiller pour préserver la relation et l'harmonie du groupe qui reste prioritaire. Par contre, dans d'autres cultures, le feedback, le fait d'avoir une critique, ben, je le prends bien. C'est valorisant. Ne dit-on pas que l'expérience et l'apprentissage par l'erreur, ben, encore faut-il avoir cette critique que, à mon sens, doit être constructive. Et le dernier aspect sur lequel on va aborder les différences culturelles, c'est cette histoire sur comment on perçoit l'échec. Alors, certains, ils vont percevoir l'échec comme une opportunité d'apprentissage, mais d'autres, ils vont comprendre que l'échec, ils vont imaginer l'échec comme si c'était une stigmatisation. Et l'échec, dans ce cas-là, peut être, disons, perçu comme une source de honte ou d'une atteinte à la réputation, tant personnelle que professionnelle. Maintenant, on a vu les différences culturelles sous 5 angles différents. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Bien sûr, il y a toujours des solutions.
Et les solutions arrivent à notre manière de conduire le débriefing. Donc, point de vue connaissance culturelle, le facilitateur doit être formé aux dimensions culturelles et aux spécificités des cultures représentées. Point de vue création d'un environnement sécurisé, il faut vraiment insister sur le fait que le debriefing soit un espace de good judgment et dédié carrément à l'apprentissage. Il ne faut pas hésiter à adopter une approche collaborative, poser des questions ouvertes et encourager l'autoréflexion. Il faut être flexible. En fait, c'est vrai qu'on vous dit, il faut avoir un débriefing structuré, comme par exemple la méthode Rudolph, qui se base sur l'écart des performances et les frames derrière, mais aussi le modèle PS. Mais il n'y a pas de mal d'avoir de la flexibilité en ayant le souci d'adapter le style de debriefing selon les besoins culturels et individuels du groupe. Enfin, en prenant en compte ces aspects, les facilitateurs peuvent transformer ces différences culturelles non pas en point de faiblesse, mais en point de force. C'est une richesse pour le processus d'apprentissage plutôt qu'un obstacle. Alors voilà, j'ai fini. Juste pour vous rappeler que vous êtes tous les bienvenus à notre congrès phare de l'année, l'HTIC. Et qui dit HTIC, c'est Healthcare Training and Innovation Conference. Et cette année, on aura le plaisir, bien évidemment, d'accueillir plein de collègues et d'amis français, entre autres le professeur Benamou et le professeur Denis Agnon, et mon très, très, très cher ami, le docteur François Lecomte. Voilà, je vous remercie et je vous écoute pour vos questions. Merci beaucoup. Merci Mohamed, merci pour cette belle présentation. C'était très clair. C'était un sujet qui n'était pas évident, effectivement. C'est quelque chose qui est peu abordé en simulation et on essaie de plus en plus d'en parler à travers justement toutes nos conférences. Donc merci beaucoup. Alors je vous propose maintenant de passer à la session interactive questions-réponses. Et donc on a une première question du chat pour Vicky qui était, alors peut-être Vicky avait déjà apporté peut-être une réponse, mais voilà, alors j'ai une première question, c'est que pouvez-vous nous conseiller quand des émotions négatives, par exemple un apprenant qui douterait ouvertement de l'intérêt de la session de simulation en se sentant au-dessus des valeurs positives à véhiculer, sont ressenties par les débriefeurs afin d'éviter une ambiance tendue entre apprenants et débriefeurs. Oui, non, ça, c'est une question très intéressante. Tu sais, moi, j'ai placé l'emphase sur la gestion des émotions des autres, mais beaucoup de ces techniques-là peuvent être utilisées pour nous-mêmes de prendre pleine conscience de nos émotions. Puis je pense que c'est tout aussi important. Tu sais. Donc, moi, comme debriefer, dans n'importe quel cas, tu sais, c'est important de porter attention que c'est quoi les émotions que je suis en train de ressentir maintenant. Est-ce que cette émotion ici est propice ou non à l'apprentissage? Si l'émotion ne l'est pas ou si ça provoque des émotions, ensuite, il faut décider, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, est-ce que je mets ça de côté puis j'essaie de concentrer? Est-ce que je vais nommer mon émotion? Tu sais, je dis à l'apprenant, tu sais, je respecte que vous trouvez que ce scénario-là n'était pas très bien. Moi, ça me déçoit un peu parce on voulait vous donner un bon apprentissage. C'est des fois, on peut partager les émotions. Tu sais, comme Mohamed vient de nous expliquer, tu sais, ça peut dépendre des cultures. Je le ferais dans un milieu canadien. Je ne suis pas certaine que je le ferais avec des différentes cultures parce que ça pourrait changer les dynamiques. Mais je pense que c'est important de reconnaître, OK, c'est quoi ces émotions? Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Euh, Est-ce que c'est une émotion que je dois nommer? Est-ce que c'est une émotion que je dois gérer parce que la vivre maintenant ne va pas aider? C'est tous des processus qu'on peut faire aussi soi-même. Donc, ça, on appelle ça, c'est la régulation émotionnelle intrinsèque, mais c'est un peu le même phénomène puis les mêmes techniques qu'on peut utiliser. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Ouais, très bien, merci Vicky. On a peut-être le temps, une minute encore pour une question. Cédric, tu confirmes sur le Oui, timing? encore une question, oui.
Donc, est-ce qu'une évaluation des apprentissages avant la session de simulation peut aider à éviter les blocages durant un débriefing qui pourraient survenir chez les apprenants et même permettre et faciliter la gestion de leurs émotions? Mm. Donc, j'imagine que ça, c'est une évaluation pour savoir c'est quoi leur niveau de connaissance, c'est quoi leur niveau Oui, d'habileté. oui, je Euh, pense. je dirais oui, puis c'est aussi une question qui avait été demandée, que je pense qu'il y a beaucoup de travail qu'on peut faire à l'avance pour essayer de considérer c'est quoi le niveau de nos apprenants, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qui est leur niveau de confort, comment est-ce que je peux m'assurer que je vais faire un scénario qui s'ajuste à ça, puis que je réfléchis au déclencheur. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire à l'avance pour essayer d'adapter notre scénario spécifiquement à nos apprenants. Mais je pense que c'est aussi important de reconnaître que même si on ferait tous les effets préparatoires, puis on fait tout comme il faut d'avance, on peut quand même être surpris par les réactions émotionnelles de nos apprenants. Tu sais, même moi, ça fait 20 ans que j'étudie les émotions et je réussis quand même à faire pleurer des apprenants des fois. Je réussis à retraumatiser des gens, même si c'est pas voulu, puis même si j'ai vraiment planifié. Donc, il faut faire un peu les deux. Il faut essayer d'anticiper, planifier. Mais il faut être prête que souvent, on va être pris par surprise par les réactions de nos apprenants. Puis ça ne veut pas dire qu'on a gâché, ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais formateurs de simulation, ça ne veut pas dire qu'on a mal fait. C'est que on crée des situations qui peuvent provoquer des émotions, qui peuvent faire revenir des souvenirs. Donc, c'est important de faire la planification, mais aussi avoir des stratégies pour les gérer par la suite. Merci Vicky, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vicky. On va maintenant passer à la question pour Thierry Sécheresse. Alors, Thierry, il y a un participant qui nous demande quand on a peu de temps entre la fin de la séquence de simulation et le débriefing, est-ce que tu as des stratégies rapides à conseiller qui permettent de se rendre compte de nos biais cognitifs de formateurs juste avant le débriefing, qui pourraient influencer du coup notre débriefing, comme ce que tu as montré tout à l'heure? Alors, premièrement, je pense qu'il n'y a pas de baguette magique. Ça, c'est la première chose importante. Il n'y a pas de baguette magique, puisque ben, nos propres biais cognitifs, la plupart du temps, on ne va même pas s'en apercevoir. Un élément, c'est justement peut-être de se raccrocher sur ces structures de débriefing, avec des débriefings extrêmement structurés en suivant une méthodologie de débriefing bien précise. Avec, par exemple, si on prend, je prends l'exemple du modèle PERS qui m'a bien montré, dans la phase d'analyse, de bien annoncer quel type quel objectif de quoi on va parler. Je vous propose pendant 10 minutes de parler d'eux, de structurer et finir à la fin. Voilà, sur ce point-là, on synthétise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on passe à l'élément suivant? Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est peut-être la force de l'équipe et le co-débriefing. Le co-débriefing, justement, peut aider en débriefant et le co-débriefeur qui, justement, lui, peut voir nos biais cognitifs et peut-être recentrer. Alors, il y a différentes techniques de co-débriefing qui existent. Il y en a une parmi toutes celles qui existent, il y en a une sur Follow the Leader, c'est-à-dire qu'il y en a un qui débriefe et l'autre qui ne fait pas grand-chose, mais le fait pas grand-chose, il est extrêmement important. J'ai coutume de l'appeler la voiture balai, mais lui, il voit tout ce qui se passe, y compris les biais cognitifs de son collègue, et il peut intervenir dans ces systèmes-là. Voilà deux exemples de stratégies qu'on pourrait peut-être utiliser. Après, il y a eu plutôt des propositions pour avoir ton avis. Donc, il y a trois participants qui proposent de se filmer, donc filmer un débriefing. On va te faire un débriefing de débriefing pour se rendre compte soi-même de ses biais cognitifs et bien sûr s'améliorer. Tout Donc, il y à a la fait. film. Il y a aussi la narration du scénario en amont des collègues qui pourraient se rendre compte d'éventuels biais cognitifs dans le scénario. Voilà. Ça, c'est la deuxième proposition. Et puis la dernière, et après tu donneras ton avis là-dessus, c'est de se mettre à nouveau à la place d'apprenant, alors qu'on est débriefeur depuis un certain nombre d'années, de retourner en tant qu'apprenant. Est-ce que ça peut aider au développement de la posture de formateur et puis peut-être mieux assimiler les biais cognitifs? Oui, alors oui, pour les trois propositions, hein, c'est effectivement toutes les éléments de débriefing avec toutes les différentes techniques, la vidéo étant une idée par une autre. Un autre élément, ça on le vit tous, hein, quand on devient formateur, bah, finalement on n'a plus la chance des fois de passer comme apprenant. Donc régulièrement de participer à des sessions de simulation en tant qu'apprenant, ça peut être intéressant. Et ce qu'on peut évoquer justement, c'est des simulations de débriefing justement, pas de la simulation par exemple clinique, mais de la simulation de débriefing ou pour s'entraîner à ces situations de débriefing difficiles. On a un outil fabuleux, un des plus puissants qui existe, un outil pédagogique qui est la simulation. Autant
l'utiliser à soi-même, pour nous-mêmes, pour se former à ces situations de débriefing difficiles. Bien, merci beaucoup pour ces réponses. Je laisse la parole à Guillaume pour poser les Ouais. questions à Mohamed. Merci Cédric, merci Thierry pour ces réponses. Des questions. Alors, une réaction pour Mohamed. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui dit, au sein de notre formation d'aide-soignant, de nombreux élèves sont d'origine africaine. Oui. Ces apports théoriques sont indispensables au-delà des débriefings difficiles pour permettre de faire intervenir tous les participants. Donc la personne dit, je les pensais timides, je sais aujourd'hui que c'est culturel. Peut-être une réaction là-dessus, Mohamed. Alors, Guillaume, juste une petite précision. Qui a posé la question? C'est européen, africain? Alors, qui est-ce qui a posé cette question? Je ne sais pas. Mais D'accord. je pense que c'est quelqu'un qui est en France, qui doit être sur une école de formation, tu Ça, j'a- vois, une Comme école ça, de j'adapterai formation. ma réponse. Alors, je vais vous dire une anecdote dont je ne suis pas trop fier. Vous savez que, c'est-à-dire dans le contexte marocain, certains de mes jeunes médecins, souvent, ils disent, voilà, le médecin X, le médecin africain. Je lui dis, vous croyez européen, vous êtes américain, mais le Maroc aussi est africain. Donc, on oublie qu'on est africain et on traite les autres un peu avec, pas tous, mais on oublie qu'on est africain. Donc, j'insiste et j'exige qu'il y ait de l'homogénéité dans la formation. C'est très, très important. Et par rapport à la question de cette personne qui demande, par rapport à cette histoire d'aide-soignante, il y a de la différence culturelle. Alors, déjà, comme premier step, il faut d'abord reconnaître que il faut reconnaître la difficulté culturelle. Il ne faut pas la nier. Il ne faut pas se dire que non, non, ça existe et c'est un vrai problème. Mais comme j'ai dit à la fin de ma conférence, il faut l'exploiter comme étant une richesse. Maintenant, si vous me demandez quelques petits conseils, je dirais que, déjà, il faut adapter votre approche pédagogique, très important. Comment? Déjà, insister sur la création d'un climat de confiance. Il faut que vous soyez en phase avec ce que vous représentez dans la vraie vie. Vous ne pouvez pas être très méchant, très cruel dans les services cliniques et venir le jour J au débriefing montrer de la gentillesse. Les autres, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous réserver? Il est devenu si butement gentil. Et ça, c'est pas normal. Il faut vraiment qu'on représente la bienveillance. Il ne faut pas la jouer. Il faut vraiment qu'on la respire. Deuxième chose, il faut favoriser des interactions, mais progressives. On peut créer aussi un climat qui est fun. Par exemple, moi, quand j'ai pas mal d'étudiants qui arrivent de l'Afrique subsaharienne, je lance avant des YouTube avec de la musique malienne, la musique camerounaise, et ça leur fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Il faut encourager la participation indirecte, éviter surtout de généraliser. Ça, c'est très, très important. Ne pas hésiter d'explorer certains aspects de la timidité culturelle. Quoi d'autre? Structurer les débriefings. Ah oui, oui, il faut vraiment être très, très fort en matière de débriefing. Il faut avoir beaucoup d'expérience en matière de débriefing. Et enfin, impliquer tout le monde. Vous savez, un exemple très, très simple en matière de débriefing, quand on va s'asseoir à côté de celui le plus actif, ben, naturellement, l'autre, elle est effacée. Alors, si cette personne aide-soignante qui est timide, moi, je vais m'asseoir volontiers à côté d'elle. Et enfin, ce qui est très important, vous l'aurez compris, ben, ne peut débriefer qui veut. Il faut vraiment être formé aux techniques de débriefing et particulièrement aux compétences interculturelles. Merci Mohamed, merci beaucoup. C'est très clair. Et alors, il y a un élément, il y a quelqu'un, je pense que c'est, je ne sais pas qui a posé cette question, mais qui propose hein, que ce soit à l'enseignant finalement de sensibiliser, peut-être au moment du pré-briefing, Oui. les étudiants justement à ces différences culturelles, que ce soit pas uniquement effectivement le rôle de l'enseignant, mais aussi les étudiants s'impliquent dedans et puissent être sensibilisés à ces différences culturelles qui peuvent justement effectivement poser des problèmes pendant le débriefing. Alors, la réponse est claire, elle est dans la question. Et c'est la personne qui a posé cette question, elle a absolument raison. Et en fait, l'enseignant, il doit fournir beaucoup d'efforts pour établir, comment dirais-je, une zone de compréhension. Il est également essentiel de sensibiliser les étudiants aux différences culturelles. Les étudiants eux-mêmes, il faut vraiment leur dire, ben, il y a des
petites différences culturelles qu'il faut gérer. Il faut leur dire ça dès le début des sessions, en soulignant particulièrement leur impact et sur la santé et sur les soins, mais également sur la pédagogie des soins de la santé. Pourquoi tout ça? Parce que ça va favoriser une meilleure communication, une empathie accrue et une prise en charge adaptée dans des contextes diversifiés. Merci beaucoup. C'était très clair à nouveau. On a vraiment des éléments très, très importants pour notre pratique aussi, hein. C'est extrêmement pratique. Alors, il y a pas mal de questions qui viennent. Je ne sais pas si on n'a plus trop le temps, peut-être, Cédric. Non, on n'a plus trop le temps, il va falloir euh, qu'on conclue la session. Est-ce qu'on a des petites choses à faire remplir? Ouais, alors il y a bon déjà on vous remercie donc tous les trois d'avoir accepté. Pour garder et rester sur une belle image de ce webinaire, je vous propose de faire une synthèse collaborative via un nuage de mots. Donc je vais vous partager un QR code et puis vous n'avez qu'à flasher ce QR code avec votre smartphone et ça va nous permettre, je vais l'afficher juste après d'afficher ce nuage de mots. On se laisse 1 à 2 minutes et pendant ce temps-là, effectivement, Guillaume, tu peux aussi compléter pour les remerciements de nos camarades. Ouais, il nous reste encore quand même 2, 3 minutes. Ouais. Donc, je laisse Voilà, encore afficher et je vais afficher le nuage de mots qui est en train de se remplir. Je vais vous le partager dans quelques secondes. Je pense que tout le monde a eu le QR code et je vous affiche celui-ci. Il est assez magnifique. Je vous le partage tout de suite. Voilà, on peut peut-être mettre le lien du post-test sur le chat également. Ouais. Bénédicte, est-ce que tu penses que tu peux nous mettre ça? Ah bah voilà, il est déjà, Bénédicte l'a déjà fait. Ah non, c'est à tout le monde qu'il faut l'envoyer. Alors attends. Voilà. Est-ce que vous voyez le nuage de mots? C'est bon, Guillaume? Ouais. Ok, donc on peut voir dans ce nuage de mots, donc il y a beaucoup de bienveillance, adaptabilité, reconnaître les biais, humanité, conscience, cadre sécuritaire, écoute. Ce que je vous propose, c'est que ce nuage de mots que vous êtes en train de co-construire, c'est que on vous l'enverra en copie d'écran lorsqu'on va vous faire parvenir le post-test. Comme ça, vous l'aurez avec. En tout cas, voilà, il est 19h57, on a tenu le timing. Moi, enfin, Cédric et moi, on remercie vraiment infiniment nos trois orateurs, nos trois brillants orateurs. Vicky Leblanc, en direct d'Ottawa au Canada, merci infiniment. Thierry Sécheresse en direct de Chambéry, vraiment merci infiniment aussi de nous avoir éclairé sur les biais cognitifs. Et enfin, le professeur Mohamed Mouraoui, vraiment merci infiniment. C'est moi. Tu as vraiment, tu nous as ouvert l'esprit sur les différences culturelles et tu nous as sensibilisés à cette thématique. Donc, merci vraiment beaucoup. Merci à la Sofra Sims et à Antonia et au professeur Dan Benamou qui, je sais, qui est là derrière l'écran pour nous donner l'opportunité de faire ces webinaires. C'est vraiment super. Je pense qu'on était très nombreux, hein, on était quasiment plus de 200 parce qu'on était à 150, mais je sais qu'il y en a certains qui avaient organisé des groupes avec beaucoup de monde. Donc, on est très contents. Et puis merci bien sûr à Bénédicte pour toute l'organisation technique. Donc voilà, ce webinaire, donc Cédric, tu me confirmes, il sera visible en replay sur le site de la Sofra Sims. Tout à fait, comme le premier webinaire sur les briefings difficiles. Et Voilà, une donc chose importante pour le post-test, mais je pense que tu vas en parler, Guillaume. oui, de bien remplir le post-test. Ça, c'est, alors je crois qu'il est en lien sur le, voilà, hein, c'est important de le faire.
Ça nous permet, nous, par rapport à Calliope, d'avoir vraiment tous les éléments pour faire le webinaire. Donc, je vous laisse le QR code là à flasher. Vous le voyez en partage. Ça vous permet directement de le réévaluer, c'est important. Ce sont les mêmes questions de connaissances que vous avez eues avant les présentations de nos experts. Et pour voir, on espère que vous avez progressé dans ces réponses. Et puis, donc, il y aura probablement l'exposé et un retour, comme on l'avait fait pour le webinaire numéro 1, sur les briefings difficiles à notre prochain congrès de la SOFRASIMS. Donc, je laisse Guillaume en parler aussi, dire un petit mot. Oui, effectivement, le prochain congrès de la SOFRASIMS sur Toulouse au mois de juin. Donc, rendez-vous sur le site de la SOFRASIMS pour vous inscrire. Très nombreux, on espère vous y voir très, très nombreux. Également, vous avez les bulletins pédagogiques qui sont disponibles sur le site de la SOFRASIMS. Donc, allez-y aussi. Vous avez notamment un des derniers sur l'intelligence artificielle par Ayam Ghazali. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a toujours des petits des bulletins très intéressants. Voilà, je crois que j'oublie rien, Cédric. Donc, il y a un prochain webinaire probablement qui sera organisé par la SOFRASIMS. Donc, il faut aller sur le site. Vous avez toutes les informations qui sont mises à jour régulièrement. Et puis enfin, bon, Mohamed aussi, hein, le congrès de Oujda, le congrès de la Moroccosim dans quelques temps, là, dans un mois, hein, je crois un mois et demi, fin février. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce webinaire organisé par le comité pédagogie de la SOFRASIMS. Donc rendez-vous sur un prochain webinaire. Cédric, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, effectivement, merci à tous. On verra en fonction de vos réponses au post-test si vous voulez un troisième webinaire débriefing difficile, si vous en voulez un, et puis si vous avez des idées aussi, des envies, de la motivation sur certaines thématiques. Vous voyez que maintenant, on arrive à être mondial, à être mondialement connu grâce à Vicky, à Mohamed et à Thierry pour la francophonie. Donc, merci encore à tous. À très bientôt. Merci de vous être connectés et à très bientôt. Rendez-vous au congrès. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir Vicky, au revoir Thierry, au revoir Mohamed. Bonsoir, bye bye. Au revoir à Au tous. revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.